Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Le camp Portneuf innove et améliore l'accessibilité de ses infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Le directeur général Olivier Lauzon est avec nous en studio. La radio Choc 88.7 soulignera ses 2 ans en septembre prochain. Comment réussissent les propriétaires à tirer leur épingle du jeu? On reçoit Michel Cloutier, copropriétaire, animateur du matin, directeur des programmes et des ventes. Donnacona inaugure son nouveau centre communautaire intergénérationnel, le rendez-vous à l'entrée du parc Donnacona. Et Charles Laviolette a rencontré un chauffeur de taxi qui dessert la région de Portneuf. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons. Et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, rappelons qu'il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans plusieurs lieux publics fermés ou partiellement couverts à partir de ce samedi 14 mai à minuit. Le choix de porter le masque dans ces lieux demeure à la discrétion de chaque personne. L'obligation du port du masque dans les transports collectifs est maintenue en raison de la difficulté qu'ont les passagers à gérer les distances entre eux. Dans les établissements de santé comme les centres hospitaliers, les cliniques médicales et les CHSLD, le port du masque demeure obligatoire également en raison de la forte présence de personnes vulnérables. Le camp Portneuf au Lac-Sept-Îles, à Saint-Raymond, innove en matière d'accessibilité aux activités et équipements de plein air en aménageant cet été un sentier 4 saisons, multi-activités et accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce sentier de 2,4 km comprend notamment une piste d'hébertisme et une tour d'escalade conçue pour permettre aux usagers en chaise roulante ou adaptés de pouvoir grimper et circuler dans le sentier en toute sécurité. Olivier Lauzon est directeur général du camp Portneuf. On l'écoute. Va permettre à ces gens-là de circuler sur un sentier de 2,4 km, d'être en mesure de pouvoir utiliser une piste d'hébertisme avec des modules adaptés aux gens à mobilité réduite, qui sera une première dans la région de Portneuf. Donc, ça permettra aux gens à mobilité réduite de pouvoir faire des activités d'hébertisme et aussi d'avoir une tour d'escalade qui sera accessible à l'ensemble de la population et aussi aux gens à mobilité réduite. Un partenariat avec le fabricant de fauteuils adaptés tout-terrain de Saint-Raymond, Trags Mobilité, permet à la notion d'accessibilité d'aller encore plus loin pour les dirigeants. Et ça fera partie d'un projet qui sera beaucoup plus grand au niveau de l'accessibilité, entre autres choses, grâce à notre partenaire qui est Trags Mobilité. On aura maintenant en libre service 2 fauteuils roulants adaptés qui permettra aux gens de pouvoir faire du plein air, faire des activités d'été, mais aussi faire du ski de fond puis faire des activités d'hiver. Donc, on a vraiment voulu être en mesure d'accepter tout le monde et de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir bénéficier du plein air puis de découvrir des nouvelles activités.
Les travaux d'aménagement du sentier devraient débuter le 1er juillet pour une inauguration en octobre prochain, si tout va bien. L'aide financière de 125 000 $ du gouvernement du Québec, annoncée par le député Vincent Caron cette semaine, correspond à 80 % du coût total du projet. Rappelons que la ville de Saint-Raymond et les Chevaliers de Colomb ont repris en 2015 la charge du camp Portneuf laissé à l'abandon dans le but d'offrir le site et son animation aux familles moins fortunées de Saint-Raymond. La base de plein air ouvrira ses portes le 24 juin. On estime à quelque 18 ou 19 000 visites au camp Portneuf annuellement. Avec les 10 700 $ annoncés aussi cette semaine par le député, la ville de Saint-Raymond pourra améliorer l'accès au parc de la Tourbière par la construction d'un escalier. Le parc de la Tourbière est situé dans le secteur du Salon de quilles de Saint-Raymond et où on retrouve les terrains de tennis de la municipalité et un parc pour enfants. Et mentionnons que Sainte-Christine d'Auvergne reçoit 2 000 $ pour installer une toilette sèche dans un sentier qui mène à la rivière Sainte-Anne. Ces aides financières sont accordées à la suite du 4e appel de projet du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air du gouvernement du Québec. D'ailleurs, pour mieux connaître le développement et la vision du camp Portneuf dans sa notion d'accessibilité, on reçoit le directeur général Olivier Lauzon. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, ça va bien? Bien oui, ça va très bien. Merci de votre présence ce soir en studio. Ça fait plaisir. Olivier, c'est intéressant de voir justement cette nouvelle vision, en fait, du développement au camp Portneuf auprès des personnes à mobilité réduite. C'est quand même assez nouveau comme concept, je pense, d'offrir ces infrastructures à cette clientèle. En fait, ça s'inscrivait dans le développement et le soutien de notre mission. Notre mission, l'accessibilité est au centre de notre mission, autant au niveau des familles qu'au niveau des enfants. Puis on voulait pousser cette notion d'accessibilité-là, un peu plus loin, en permettant aux gens à mobilité réduite, entre autres, de pouvoir venir participer à des activités de plein air chez nous. OK. Ça, c'est une vision d'avenir, justement. C'est un élément important dans votre développement futur? Absolument. C'est un élément d'inclusion pour nous et ça s'inscrivait très facilement dans notre avenir de permettre à tous les gens de venir bénéficier de nos installations, des expériences de plein air et aussi d'être en mesure de pouvoir découvrir le lac Sept-Îles et les environs aussi. Mm-hmm. Parlons du sentier, justement, que vous allez aménager cet été. C'est un 2,4 km, en fait. Comment vous envisagez, justement, cette réalisation-là? En fait, on a fait appel à une entreprise locale qui va nous accompagner dans l'aménagement. On ne voulait pas le faire par nous-mêmes. Il y a des normes à respecter. Donc, elle va vraiment débuter au tout début, très proche du lac, très proche de la plage, puis vraiment circuler à l'intérieur de la forêt. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer à travers plusieurs écosystèmes au niveau de ce sentier-là. Donc, autant au niveau de la proximité du lac que dans une partie un peu plus montagneuse aussi. Donc, et sur le sentier, on trouvera une piste d'hébertisme ainsi qu'une tour d'escalade qui permettra aux gens, entre autres, de pouvoir se déplacer sécuritairement en fauteuil roulant ou non, en fait, et pouvoir bénéficier de ces deux activités-là de plein air. Mais justement, concrètement, comment ça se fait pour faire de l'escalade? En fait, on utilise un équipement qui s'appelle des True Blue. Il n'y a pas malheureusement de traduction. Okay. C'est des auto-assureurs et ça permet aux gens à mobilité réduite d'être en mesure d'être, je vais dire, assis. Donc, on les déplace de leur fauteuil roulant. Ils sont assis sur une plateforme. Ça permet de monter avec les mains. On comprendra que selon la capacité des gens, les jambes pourraient être aussi utilisées. Et il y a une aide mécanique qui peut les aider ou non en fonction de leur capacité. Puis s'il arrivait une chute, par exemple, ils sont assurés complètement. Et bien, la descente se fait très, très, très lentement. Et c'est vraiment un mécanisme qui assure justement, qui les accompagne dans cette montée-là. Ça, c'est de l'équipement qui existait, j'imagine? Qui était déjà existant. C'est fabriqué par une entreprise, j'imagine, spécialisée? Absolument. Encore une fois, nous, on a fait appel à une entreprise spécialisée pour nous accompagner, des plans d'architecture, vraiment pour assurer la sécurité des gens. Et c'est cet appareil-là qui nous a été proposé, entre autres. Il y a une autre organisation dans la région de Lanaudière, qui est le camp Papillon, qui utilise déjà ces équipements-là pour les gens à mobilité réduite. Vous avez quand même un modèle. Là, absolument, qui nous ont proposé, qui nous ont même, exprimé que c'était la meilleure façon de pouvoir faire, entre autres choses, de l'escalade avec les gens à mobilité réduite. Sachant que cette tour-là sera ouverte à l'ensemble de la population aussi, mais qu'on voulait vraiment pousser cette notion d'accessibilité-là encore un peu plus loin. Le sentier en tant que tel, c'est en
poussière. Comment vous allez développer justement cette surface? C'est en poussière de roche compactée. Okay. Ce qui est intéressant, puis grâce à notre partenaire là, qui nous accompagne dans l'élaboration du sentier, c'est qu'on va développer le sentier en récupérant la majeure partie de la matière ligneuse qu'on va être obligé de soit aménager, soit couper. Donc, on va réutiliser l'ensemble de notre, je vais dire, des déchets de construction pour, entre autres, construire du paillis qui va nous servir dans la piste d'Hébertis pour absorber les chutes ou ces choses-là aussi. Donc, on est vraiment dans un sentier qui est, je veux dire, un peu intégré à l'intérieur de l'écosystème. OK. Et c'est un sentier 4 saisons. Donc, exact. L'hiver, il faut entretenir. On peut glisser, j'imagine? Absolument. Ce sera un sentier qui sera tracé. Les gens pourront l'utiliser soit en ski de randonnée, soit en raquette, ou grâce à notre collaboration avec Trax Mobility, bien, ça sera possible aussi d'utiliser les fauteuils pour faire du ski de fond sur ces sentiers-là aussi. Parce que Trax Mobility fabrique des fauteuils adaptés pour skier. En fait, c'est ça? Ou... Des fauteuils 4 saisons. 4 saisons. Donc, ceux qu'on aura seront 4 saisons, autant au niveau de l'été pour circuler sur l'ensemble du terrain du camp, entre autres. Mais l'hiver, on pourra changer les roues pour des skis pour permettre aux gens de découvrir ce sentier-là, mais aussi un nouveau sport qui sera accessible. Oui. Est-ce que l'ensemble, en fait, des bâtiments du camp Portneuf sont accessibles aux personnes à mobilité réduite? C'est une bonne question. Présentement, ils le sont partiellement. Okay. Il y aura d'autres grandes annonces. Encore une fois, on développe cette expertise-là, on développe ce modèle-là et il y aura des annonces de fait pour s'assurer que l'ensemble de la population sera bien desservie, autant au niveau des installations de salles de bain ou même là, pour aller se réchauffer pendant l'hiver. Il y a déjà certains de nos bâtiments qui sont partiellement, donc les gens pourront avoir accès à une salle de bain sans problème. Mais on poussera encore, je vais dire, l'audace un peu plus loin pour être en mesure de vraiment là, répondre à l'ensemble des besoins de l'ensemble de la population. Vous allez commencer l'aménagement du sentier au début juillet, en fait? Oui, exact. On parle à peu près octobre, l'inauguration, c'est ça? Absolument. L'objectif, mi-octobre, on devrait être en mesure de célébrer l'ouverture de ce sentier-là. Autant le sentier que la piste d'hébertisme et la tour d'escalade. Le premier volet de la piste d'hébertisme devrait même s'entreprendre d'ici le 15 juin là, pour essayer de débuter l'été avec une partie, du moins, de la piste qui sera déjà aménagée aussi. Qui va travailler, justement? Est-ce que vous avez une équipe où vous demandez des bénévoles? Ou est-ce que des... Sachant qu'on voulait vraiment avoir des installations qui répondent aux normes d'accessibilité universelle, on est allé chercher vraiment des expertises extérieures. Okay. Donc, ce sont des entrepreneurs régionaux, même de Saint-Raymond, qui vont, entre autres choses, là, aménager l'ensemble de ces équipements-là aussi. Notre objectif, c'est toujours d'avoir la sécurité au cœur de nos décisions, puis d'aller chercher de l'expertise comme celle-là, pour nous, c'était extrêmement important. Est-ce que est-ce que vous avez été obligé de demander des accès de propriétaires ou est-ce que le terrain vous appartient? Oui, on est extrêmement chanceux au camp Portneuf. On a 69 acres de terrain. Okay. Donc, l'ensemble du sentier va passer sur notre terrain. Donc, on n'a pas eu à faire de négociation de droit de passage. Puis vous le disiez d'emblée, puis je reviens sur les entrepreneurs. Bien, c'est un peu grâce à justement cette subvention-là qu'on a reçue. Oui, 125 000. 125 000 que ça nous a permis d'aller chercher du soutien professionnel, du soutien qui va nous permettre d'avoir des sentiers de qualité. Oui. Parlons de la prochaine saison. Oui. Ça débute bientôt? Très bientôt. En fait, on a déjà reçu notre première école vendredi dernier, le 6 mai. C'est un échauffement pour nous, 2 jours après que le lac est calé. Mais la saison d'été se dessine merveilleusement bien. On a déjà notre camp jour qui est pratiquement complet pour l'été, ce qui est une première pour nous. Très, très heureux, des très grandes réponses. Ça veut dire combien d'enfants? Environ 150 par semaine. Donc, c'est assez intéressant pour nous. On est très, très heureux. Il y a une très belle réponse de l'ensemble de notre communauté à Saint-Raymond. Puis on est très emballés, en fait, de débuter cette saison-là avec notre équipe d'employés. Mais ça prend une bonne équipe. Oui, puis vous êtes assez, là? Vous ne manquez pas de personnel? Ou... On est extrêmement chanceux pour la saison d'été. Okay. On a pratiquement l'ensemble de notre personnel, autant nos animateurs que nos accompagnateurs, parce qu'on offre aussi un service d'accompagnement pendant l'été aux enfants à besoins particuliers. Donc, on a l'ensemble de notre équipe. Il reste encore quelques places à combler pour la période de printemps, par contre. Okay. Pour les sorties de fin d'année scolaire, on a encore un petit peu de place. On accepterait quelques animateurs de plus, disons. Ah oui, OK. Oui. Qui peut, justement, être animateur?
Secondaire 4, terminé ou équivalent. Je vais dire ça comme ça. Donc, qui est désireux de venir faire vivre des expériences à des enfants. Ce qui est toujours intéressant au camp, c'est qu'il y a possibilité qu'on héberge et qu'on loge et qu'on nourrisse les animateurs. Donc, c'est possible, par exemple, si l'animateur n'a pas de transport à tous les matins, qu'il puisse résider là, sur le site du camp, puis travailler chez nous. Logé nourri pendant la saison d'été aussi. Les bâtiments, où en êtes-vous dans la rénovation de l'ensemble des immobilisations? Je vais dire un petit pas à la fois, un petit pas qui deviendra grand pas. Ça avance bien. On a, entre autres choses, grâce à la participation du Fonds du Grand Mouvement de la Caisse des Jardins, qui ont investi là, à la hauteur de 280 000 l'année dernière. La MRC, 100 000 Ça nous a permis quand même de faire des améliorations dans plusieurs de nos bâtiments. On continue à travailler fort, justement, pour rendre l'expérience de nos visiteurs encore plus agréable. Oui. Et quiconque peut aller vous rencontrer, quiconque, n'importe où, qu'on reste n'importe où, on peut aller vivre une expérience chez vous sans problème, passer quelques nuits. Qu'est-ce que vous offrez justement aux visiteurs? Depuis maintenant le 1er juillet dernier, on a 6 yourtes prêtes à camper. Donc, dans un secteur qui est un peu moins développé, dans un très beau secteur forestier. On en a aussi quelques-unes sur le bord de l'eau. Ça permet aux gens de venir vivre une expérience de plein air et aussi d'essayer des nouvelles activités. Ce qui est un peu particulier au camp, c'est qu'une fois que l'hébergement est payé, bien, tout est inclus. Si vous voulez aller faire du kayak, du canot, c'est possible d'aller le faire là, sans frais supplémentaires. Puis encore une fois, j'invite toujours la population. Toutes les fins de semaine de l'été, notre base de plein air, elle est ouverte. Oui, c'est ça. Donc, c'est possible de venir... Ça ouvre quand? Le 24? Le 24 juin, exactement. Okay. Sur toutes les fins de semaine de l'été, c'est possible de venir bénéficier de notre module de jeu gonflable, de venir essayer du paddleboard. Cette année, on aura une nouveauté. On vient d'acheter des paddleboards géants. On peut être 10 en même temps sur le paddleboard. Donc, une belle sortie en famille, c'est possible là, au lac Sept-Îles aussi. Bien sûr. Alors, donc, on va se revoir le 1er juin? On devrait se revoir. C'est une bonne annonce que vous allez... Absolument. Des très belles annonces qui s'en viennent aussi. Et toujours dans la vision, justement, d'accessibilité. D'accessibilité globale et universelle. Absolument. Okay. Ouais. Okay. Oui. Alors, Olivier Lauzon, directeur général du camp Port-Neuf, au lac Sept-Îles à Saint-Raymond, merci. Et bonne saison. Merci beaucoup. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Michel Cloutier de la radio Choc 88.7 Port-Neuf-le-Binière. C'est un voyage fabuleux dans un univers fantastique. Un périple extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Une étrange expédition dans un tableau vivant, toujours mouvant. C'est le miraculeux chemin de compostage d'un cœur de pomme. Pour que nos matières organiques se transforment en compost, on doit faire notre bout de chemin. Ben, jusqu'au bac brun. C'est pas si loin. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. La Ville de Saint-Raymond a déposé et publié son rapport financier pour l'exercice financier 2021 lors du dernier conseil de ville ce lundi soir. Essentiellement, l'exercice financier 2021 s'est terminé avec un excédent de 2 28 325 $ généré principalement par des revenus supérieurs de 830 000 $ et des économies reliées à la COVID-19. Les principales hausses de revenus proviennent des taxes de mutation et des taxes des nouvelles construction et rénovation. Les dépenses de fonctionnement de Saint-Raymond ont été de 16 470 000 par rapport à un budget de 17 425 000 $. Et en 2021, la Ville a réalisé des investissements en immobilisation de 8 591 000 $ et de ce montant, 5 400 000 $ proviennent de subventions. La Ville de Saint-Raymond a décidé de privilégier la communication entre les résidents des quartiers résidentiels aux prises avec des excès de vitesse, alors que la limite est à 40 km/h. Le conseil de ville n'a pas l'intention d'investir davantage dans l'achat d'équipements de signalisation ou de dos d'âne qui ne semblent pas donner les résultats escomptés pour prévenir la vitesse. Écoutons le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain.
Nous, au Conseil, on pense que la discussion entre les gens, la communication, ce serait peut-être la première chose à faire avant d'investir des dizaines de milliers de dollars dans des dos d'âne ou des bollards qui serviront peut-être pas autant qu'une discussion qui va se faire dans les quartiers entre chaque voisin afin de voir et peut-être avertir ceux qui vont trop vite et qui ne sont pas capables de régulariser leur vitesse. Et s'il y a des cas spécifiques dans les quartiers où on n'est pas capable de réaliser la vitesse et que vous savez d'où ça vient, bien là, vous pouvez vous permettre de nous appeler parce que c'est sûr qu'on pourra poser d'autres gestes. La Ville travaille en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec pour tenter de diminuer ce fléau dans les quartiers résidentiels et non pas juste à Saint-Raymond. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a rendu public son rapport annuel. Dans son bilan des écocentres, on remarque que le nombre d'usagers aux écocentres est passé de 54 300 en 2015 à 79 500 en 2021. C'est 25 000 dépôts, en fait, de différence. La population qui reçoit les services de la Régie est passée de 68 167 en 2015 à 74 477 en 2021. C'est un peu plus de 6 000 résidents de plus en 6 ans. À Neuville, l'écocentre a reçu 29 500 visites, 22 800 à Saint-Raymond. L'écocentre de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a dénombré 15 900 visites en 2021. On retrouve, rappelons-le, des écocentres à Neuville, Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Alban, Saint-Hubal, des Rivières-à-Pierre, ainsi que les microcentres à Deschambault-Grondines et Notre-Dame de Montauban. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf compte 24 municipalités dans Portneuf, Jacques-Cartier et Mekinac. Son budget a atteint près de 15 millions de dollars en 2021. Les équipes du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et d'Accès Travail Portneuf, basées actuellement à Saint-Basile, déménageront au 162 rue Notre-Dame à Donnacona, c'est dans la bâtisse appartenant aux Chevaliers de Colomb, à compter du 30 mai prochain. Les nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés, permettront aux deux organisations de mieux recevoir leur clientèle. Les bureaux seront ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à midi. Les bureaux dans l'ancien presbytère à Saint-Basile fermeront leurs portes le vendredi 20 mai à midi pour permettre le déménagement et la mise en place des nouveaux locaux la semaine suivante. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf vise l'amélioration des conditions de vie des jeunes adultes de 16-35 ans et Accès Travail Portneuf offre à la population adulte des services d'aide à l'insertion en emploi et des services de soutien et d'activité d'intégration aux nouveaux arrivants issus ou non de l'immigration. À Donnacona, cette semaine, la municipalité a inauguré le nouveau centre communautaire Le Rendez-vous, un projet multigénérationnel localisé sur un terrain public à l'entrée du parc Donnacona, au 225 boulevard Godreau. La Ville a démoli l'ancien bâtiment pour en construire un neuf en fonction des nouveaux besoins. Écoutons le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé. Initialement, ce projet devait être réservé aux adolescents qui, depuis plusieurs années, occupaient le locaux des jeunes à l'Aréna. Il a été toutefois bonifié afin de répondre aux besoins soulevés par nos organismes, nos familles, cadrant ainsi dans notre politique familiale des aînés. On retrouve maintenant un espace ado supervisé qui accueille maintenant 25 jeunes, une cuisine collective, un local de prêt d'équipement qui pourra servir lors d'événements extérieurs, en plus d'un bureau qui sera éventuellement occupé par un surveillant. Les coûts de réalisation sont estimés à près de 800 000 $. Les gouvernements du Québec et du Canada ont investi plus de 480 000 dans le cadre du Fonds des petites collectivités, infrastructures collectives. La radio Choc 88.7 Portneuf-Lobinière soulignera ses 2 ans en septembre prochain. Comment réussissent les propriétaires à tirer leur épingle du jeu? Après 2 ans de pandémie, on reçoit Michel Cloutier, copropriétaire, animateur du matin, directeur des programmes et des ventes. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Merci d'être là en studio avec nous. Ça fait plaisir. Michel, avant qu'on parle justement de la radio, oui. Parle-nous un peu du portrait actuel de la radio au Québec. Quels sont les joueurs actuels? Là? Présentement, il y a des joueurs, évidemment, majeurs qui dominent le marché, qui sont dans les grands centres particulièrement. Il y a Bell, il y a Cogeco, qui sont des joueurs majeurs. Ensuite, il y a, dans le cas du marché de Québec, Radio Nord, qui est un joueur majeur, mais qui est
Radio-Nord a vendu presque l'ensemble de ses stations régionales à Cogeco. Ils ne pouvaient pas vendre les stations de Québec parce qu'il y a des règles au niveau de la propriété. Ouais. Ils ont décidé de continuer à les opérer. Je sais qu'ils ont de la télévision dans le secteur d'Ottawa, mais éventuellement, je sais que c'est une entreprise qui tend à vouloir se retirer du marché. Mais pour l'instant, ils sont présents. Ensuite, en région, il y a Arsenal, qui est comme le gros joueur régional. Il n'est pas présent dans les centres comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, mais il est dans à peu près tous les petits marchés d'envergure régionale, que ce soit Matane, Sainte-Marie-de-Beauce, Joliette, des marchés secondaires où il est très présent avec des bannières. Il y a la famille Simard, qui est dans l'est du Québec, qui est là dans le même type de marché qu'Arsenal, que ce soit Rivière-du-Loup, Saint-Georges. Il reste quelques stations de radio indépendantes, des coopératives surtout. OK. C'est-à-dire c'est des stations de radio souvent qui sont là depuis longtemps, qui étaient syndiquées. À un moment donné, les difficultés sont arrivées, les syndiqués ont fait une coopérative de travailleurs et opèrent les stations. Dans ce cas-là, il y a New Carlisle. Il reste également Granby. Il y en avait d'autres, mais ils ont été absorbés par Arsenal. OK. Dans les stations de radio privées, indépendantes, parce que, bon, quand je parle d'Arsenal et du groupe Simard, c'est des radios privées indépendantes, ne sont pas cotées en bourse, si on veut, comme Bell, mais c'est des entreprises quand même de grande dimension. Ouais. On parle quand même de 18 stations pour Arsenal, on parle de 7 stations de radio pour le groupe Simard, donc on commence à parler quand même de radiodiffuseurs d'envergure. Ouais. Les petits radiodiffuseurs privés indépendants, il en reste à peu près 4. Au Québec? À peu près 4 au Québec. Dont Choc. Dont Choc. Il y a Yves Sauvé à Vaudreuil-Dorion. Il y a l'équipe de Dominique Lebel à Mont-Laurier. Il y a c'est un monsieur Vachon, je m'excuse, je ne me rappelle pas de son prénom, qui, lui, est propriétaire de la station Asbestos, qui s'appelle maintenant Val d'Espoir. La ville a changé de nom. Okay. Malgré que je me demande, eux aussi, si c'est pas une coopérative de travailleurs qui est là. Donc, vous voyez, il reste pas grand jour. Et puis, il y a Choc FM, évidemment. Donc, des stations de radio à propriétaire unique dans le marché, avec un propriétaire qui est de la région, ou qui y habite, ou qui est tout près. On est à peu près 3 ou 4 stations de radio comme ça au Québec. Est-ce que les 3 ou 4 ont réussi à passer à travers la pandémie? Je dirais que c'est probablement ceux qui ont réussi le mieux à passer à travers la pandémie. Okay. Parce que le fait de ne pas avoir un produit en ondes... Parce que lorsque tu opères plusieurs stations de radio, comme par exemple Arsenal, même si c'est dans des petits marchés comme Sainte-Marie, Joliette, Matane, où ils sont présents, entre autres, tu dois... Le but d'avoir plusieurs stations de radio, souvent, c'est de profiter d'une économie d'échelle. Donc, tu dois, à un moment donné, d'uniformiser certaines choses. Donc, uniformiser ton format musical, uniformiser ton brand, ton appellation, profiter d'animateurs entre tes marchés pour te permettre d'avoir des économies d'échelle. Donc, de faire un produit à certaines heures qui est uniforme dans chacune de tes stations puis qui est un peu moins spécifique au marché. Ce qui fait que des fois, c'est un petit peu plus difficile dans ces stations-là. Si, par exemple, l'émission d'avant-midi est préenregistrée par un animateur qui est à Sainte-Marie-de-Beauce, puis tu es à Matane, tu appelles à la station, puis tu as besoin rapidement de faire annoncer quelque chose en ondes ou de profiter de ce qui est la force de la radio, la rapidité d'être en direct sur le moment. Bien là, ça peut devenir un peu compliqué parce que là, à la station de Matane, il y avait peut-être personne qui peut aller en ondes. Il y a peut-être juste les vendeurs. Il n'y a pas d'animateur de présent. Là, on appelle à Sainte-Marie parce que l'animateur qui est en ondes, il est à Sainte-Marie. On doit lui demander de venir faire... Ça se fait. C'est pas de la mauvaise radio. C'est de la bonne radio régionale, sauf que ça n'a pas le même impact que les radios privées, que moi j'appelle de proximité. Comme nous, s'adapter rapidement. On est directement dans le marché, on peut s'adapter rapidement. On n'est pas dépendant de 5-6 autres stations de radio pour notre format, ce qui fait que là, présentement, on a un format Classic Hits. Ouais. Mais demain matin, on aurait une avalanche de lettres de la population de Portneuf qui diront « On veut que vous soyez country ». Bien, 24 heures plus tard, on est rendu une radio country. Ouais, je n'ai pas à vérifier si ça s'harmonise avec les autres stations de radio. Ouais. Puis aussi, bien, il y a le plaisir d'être un propriétaire dans le milieu, parce que souvent, ces stations régionales-là, le propriétaire, bon, je prends l'exemple du groupe Simard, bien, le propriétaire, il est à Rivière-du-Loup. Il n'est pas à Saint-Georges, même si on a une station à Saint-Georges. Maintenant, ils ont une station à Bécomo. Il n'est pas à Bécomo. Ça fait qu'on ne le croise pas à l'épicerie. Là. Alors que nous, ici, les deux propriétaires, moi et Tony, en plus, comme je dis souvent, on est dans la région avec la famille. On se promène à Saint-Casimir, on se promène du côté du lac Saint-Joseph, à Saint-Alban, maintenant, où notre cousin, belle-frère à Tony, s'est installé.
bien, on va être dans ces régions-là. Vous allez nous croiser au dépanneur, vous allez nous croiser à la pompe à essence. Il y a un client, il ne veut pas parler au vendeur, il veut parler directement au propriétaire. Bon, on va se parler. Tu sais, il y a quelques semaines, on a pris une entente avec Hyundai ici, du côté de Saint-Raymond. Bien, moi et Étienne, on s'est assis pour on a discuté ensemble. On en est venu à notre entente proximité, sans passer par le département des ventes et de promotion. Il y a une proximité très, très forte qui peut se faire quand la radio est là dans le milieu avec des propriétaires locaux. Puis comme je vous dis, on est à peu près 3 ou 4. Là, c'est ça. Mais malgré tout, justement, ça prend quand même des revenus. Des revenus commerciaux. Évidemment, depuis 2 ans, c'est pas évident avec la pandémie. Il faut se débrouiller. Il y a eu quand même des placements importants au niveau des gouvernements à cause de la pandémie. Mais là, on arrive, justement. Mais sentez-vous, justement, qu'il y a un regain? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme je dis, les radios comme nous sont les premiers à profiter de ce regain-là parce qu'on est les premiers avec lesquels c'est le plus facile de faire la proximité. C'est plus facile d'aller s'asseoir avec les commerçants puis de vraiment identifier leurs besoins. C'est plus facile aussi pour les commerçants, je m'excuse parfois, de dire... Je sais, là, moi, que ça s'en vient à telle date, puis de mieux planifier avec la station de radio, puis d'être un petit peu plus livre-ouvert aussi sur nos situations. Tu sais, ça va un petit peu moins bien de ce temps-ci, mais je prévois qu'en septembre, ça va bien aller. Tu sais, on se donne un peu des breaks mutuels, moi, que j'appelle. Là, tu sais, le client place sa publicité pour la période où il en a besoin, mais on lui donne un petit coup de pouce durant l'été, on y en passe pareil. Là, tu sais. On verra pas ça. Négocier plus facilement. Exactement. Puis, tu sais, on verra pas ça dans des marchés qui sont pas gérés de cette façon-là. Dire, on se donne une chance, on va commencer la campagne avant. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on est capable de faire de proximité qui créent justement, je pense, cette force-là pour les radios qui nous permet, probablement, les quelques indépendants comme ça, d'être plus forts. Et oui, en général, quand on parle avec tous les radiodiffuseurs, quand on parle avec les gens de l'Association des radiodiffuseurs francophones du Québec, qui sont un regroupement de propriétaires indépendants, mais qui inclut aussi ceux qui ont des multiples stations, on nous dit présentement, dans la plupart des marchés, la publicité locale est en train de monter. Les gens s'annoncent et souvent, l'étonnement qu'ils ont, c'est de voir le résultat. Il y a beaucoup de résultats qui est donné. Moi, les annonceurs... ça prend de l'écoute, premièrement. Oui, ça prend de l'écoute, mais les annonceurs qui sont à Choc FM, là, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit on n'a pas eu de résultats, Michel. Ils ont eu des résultats. Parce que vous avez doublé quand même. Il y a eu doublé les codes d'écoute depuis 2 ans. Quand Choc FM a ouvert, on avait 15 000 auditeurs au total. Dans le gain total d'antenne, ça veut dire autant, majoritairement des gens dans Port-Neuf, un peu dans le Binière, un petit peu en Mauricie, secteur Mekinac, Deschenaux. Quand on a ouvert la station, c'était ça, 15 000. Bon, au mois de mai, je dirais, quand on en a pris possession, parce que nos partenaires ont quitté, on les a rachetés, donc on était déjà là au début, mais là, on prenait vraiment possession de l'ensemble de la station, on gérait autant les ventes que la programmation. Bien là, on a effectué certains petits changements qu'on voulait faire. Ça a permis très rapidement de monter à la fin de l'été autour de 18-19 000 auditeurs. Et là, maintenant, dans les dernières semaines, là, il n'y a pas une semaine là, où je reçois le rapport où on est en bas de 30 000. Là, on tourne présentement entre 30 et 35 000 auditeurs. C'est un bon bassin, là. Oui, là, c'est un bon bassin. Port-Neuf, évidemment, est majoritairement à l'écoute. On a un petit peu de débordement vers Québec. Dans les MRC de Mekinac et Deschenaux, c'est étonnant. Il y a eu une très grosse augmentation dans ce secteur-là. Le Binière est toujours bien présent. Je dirais même qu'il y a eu des périodes où Mekinac, Deschenaux, là, les codes d'écoute, des fois, sont supérieurs à Le Binière de l'autre côté. Là. Il y a vraiment, dans ce secteur-là, en s'en allant vers Saint-Marc et tout ce qui est autour, là, il y a vraiment un engouement là, qu'on se rend compte depuis l'automne. Il y avait une faiblesse là-dessus. Effectivement. Effectivement. Sur le plan technique, justement, parce que sur le plan technique, vous avez fait une demande au CRTC qui a été refusée pour... Bon. Il s'est passé plein de choses. C'est que dans un premier temps, c'est évident que la fréquence 88.7 à la base, c'est la seule fréquence qui était disponible, mais c'est pas à la base la meilleure fréquence parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Il y a entre autres les radios XM dans les autos qui sont sur la fréquence 88.7. Donc, si vous arrivez sur l'autoroute et vous êtes dépassé par quelqu'un qui écoute son radio XM, ça peut arriver que ça entre dans votre radio. On a beaucoup d'interférences, donc on a beaucoup travaillé pour régler ces problématiques-là. La station, on peut augmenter de puissance dans la première année d'ouverture parce que, bon, au niveau technique, on avait des modifications qui pouvaient être faites. On le fait. Il reste certaines zones grises. Les zones grises, c'est pas compliqué. L'autoroute la 40, il y a un secteur dans Donnacona où, on va se le dire, ça griche. Neuville, centre-ville, autour de l'église, ça griche. Et lorsqu'on sort de Port-Neuf et on s'en va vers Québec, il y a une espèce de triangle, moi j'appelle ça le triangle des Bermudes, qui s'en va vers la ville de Québec, où c'est une zone, c'est de l'ombrage du Mont-Bel-Air, où le signal griche
autant dans les maisons, ça c'est moins pire maintenant avec Internet, tout le monde peut écouter, mais dans les autos. Et c'est ce couloir-là de Donnacona à aller, je dirais, jusqu'à Cap-Rouge, mettons, dans la région de Québec, où on voudrait régler, d'avoir une bonne réception. Comment ça peut se faire? Bien là, c'est ça. La question, c'est qu'on avait notre premier plan technique qui nous avait été proposé, c'est de dire c'est le Mont-Bel-Air qui nous fait de l'ombrage, donc on va s'approcher du Mont-Bel-Air de l'autre côté avec avec une transmission sur une autre fréquence qui va nous permettre à ce moment-là une diffusion qui va être à l'abri du Mont-Bel-Air sur une autre fréquence. CRTC a trouvé que c'était pas une bonne idée parce que Val-Belair allait nous attraper, puis là, si on rentre à Val-Belair, le CRTC semblait dire que c'était problématique. Ça nous fait sourire un petit peu parce qu'on se dit qu'ils ont trouvé notre programmation tellement bonne qu'ils ont cru qu'on ferait fermer les stations de Québec. Ouais. Mais ils n'ont pas aimé ce scénario-là parce qu'ils trouvaient que c'était comme une façon d'agrandir la desserte de la station de Portneuf. Donc là, il y a un autre scénario qu'on est en train d'étudier. On a eu des discussions cette semaine. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça rapidement. Il faut suivre les délais des ingénieurs. C'est qu'on pourrait probablement avoir une station répétitrice, mais qui serait plus située, si on veut, entre Neuville et Donnacona, vis-à-vis Pont-Rouge, à peu près sur le territoire de Neuville. Ça prendrait une antenne ou... On a découvert un site là, qu'on est en train de discuter, qui est propriété de Rogers, les téléphones. Okay. Donc, on est en train d'étudier ça. Et il y a autre chose qui nous a été proposée, mais qui serait coûteux, mais qui serait intéressant. Il y a une nouvelle technologie qui a été déployée aux États-Unis par une compagnie américaine dans la région de Boston. Ça peut ressembler, je ne suis pas un technicien, hein, je vais essayer de vous vulgariser ça du mieux possible. Vous savez, les boosters de Wi-Fi à la maison? Oui. Semble-t-il que c'est un système qu'on pourrait installer dans les zones où le signal est moins bon. C'est comme des petits émetteurs en croisée qui font une espèce de maillage et qui permet de venir couvrir le trou qu'il y a, si on veut, dans le rayonnement. Ça, c'est une technologie qui existe actuellement, qui est... Aux États-Unis. Qui est prouvée, là, OK. Éprouvé. Les stations de Boston, entre autres, je sais, fonctionnent avec ça. Il y a plusieurs marchés américains qui fonctionnent avec ça, qui ont des problèmes dans la desserte, où ils utilisent ce système-là, puis l'auditeur, il se rend compte de rien. Là. Il est sur la fréquence, comme nous, ça serait 88.7, puis ça reste sur le 88.7. Ça vient d'arriver au Canada. C'est une firme d'ingénieurs qui a communiqué avec nous parce qu'ils ont vu la décision du CRTC, puis ils ont regardé notre carte de contour, ils ont dit le marché de Portneuf correspond en plein à ce que cette technologie-là est fait. Le Mont-Bel-Air vous fait de l'ombrage. Donc, dans le secteur où il fait de l'ombrage, on fait un maillage et à ce moment-là, le signal est réparé. Sauf que c'est très coûteux. Fait que là, c'est ça. C'est une décision. Là, ça va être une décision d'affaires de regarder est-ce qu'on va vers ce système-là qui permettrait, plutôt que d'aller sur une fréquence alternative avec une répétitrice, de vraiment réparer le contour actuel. Il nous reste quelques secondes. Je veux absolument en 30 secondes, 40 secondes. Oui. André Arthur, bon, tu as connu bien Arthur, qui est quand même décédé dimanche dernier, il a été député. Qu'est-ce que tu retiens de cet homme, toi, que tu as connu quand même et tu as côtoyé dans ton travail? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que je retiens? Personnage. Écoute, j'ai travaillé avec André Arthur à la radio à l'époque à Montmagny. Il a été chroniqueur pendant 2 ans. J'ai été quand même assez proche de lui parce que André, c'était quelqu'un qui travaillait. Il voulait vraiment qu'on forme une équipe. Puis souvent, il m'invitait à luncher. Puis il jasait, puis il me racontait... bon, on générait pour des heures si on partirait là-dessus. Ben oui. Là. Ce que je retiens de cet homme-là, c'est un passionné de radio. Quelqu'un d'insécure aussi, qui des fois expliquait la barrière qu'il pouvait mettre entre les gens, des fois que les gens le trouvaient bête ou chicanaient carrément avec. Parce qu'André, quelqu'un qui avait une certaine insécurité, aussitôt qu'il sentait qu'il ne pouvait pas te faire confiance, la barrière était là, c'était fini. Là. Ça, c'était un élément d'André Arthur. Je dirais, malheureusement, ce qui lui a le plus nui, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des gens, bien, qui n'est pas une capacité, mais on finit par oublier les choses. Hein. Et souvent, André arrivait en ondes avec des éléments où il fallait être au courant de quelque chose qui s'est passé à CHRC, qui avait dit en ondes il y a 20 ou 30 ans, pour comprendre le lien. D'ailleurs, quand sa carrière a terminé, on lui a reproché d'avoir été homophobe en disant le boulevard Sida. Sauf que quand on connaît l'historique du boulevard Sida, on voit que c'était pas homophobe. Ça remontait à quelque chose qui s'était passé à CHRC au début des années 80. Mais il aurait dû s'abstenir. Mais pour lui, c'est comme si les gens se souvenaient de ça. C'est sûr. C'était peut-être... D'après moi, c'est ce qui... Il faisait un décalage des fois. D'après moi, c'est ce qui l'a tué, c'est qu'il a oublié qu'il était rendu probablement à 75
15 ans, puis qu'il y a des choses que pour lui, dans sa mémoire, c'était frais de CHRC ou d'une autre époque, mais pour le grand public, c'était pas de mise, c'était loin d'être de mise parfois. Alors, Michel Cloutier, directeur des ventes, animateur, et etc., des Maintenant, je tiens à saluer Nancy Lemieux, parce que j'étais directeur des ventes par intérim. Alors, Nancy, maintenant, est adjointe aux ventes et c'est elle qui gère le département des ventes. Moi, je peux juste approuver, c'est moins fatigant. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci, Jean. Alors, après la pause, Charles Laviolette a rencontré un propriétaire de taxi qui couvre le territoire de Portneuf. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. Les administrateurs de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf prévoient une saison très active sur la piste cyclable à quelques jours ou proches semaines de son ouverture complète. Selon les dirigeants réunis en Assemblée générale annuelle la semaine dernière à Shannon, les améliorations apportées à la signalisation et aux infrastructures la saison dernière ainsi que la création d'une équipe de patrouilleurs ambassadeurs bénévoles ont reçu un bon accueil des cyclistes. La sécurité et l'accueil seront encore rehaussés cet été avec l'installation de nouvelles bornes kilométrique, la mise à jour de la carte de la vélopiste, l'offre en location de 7 sites de camping rustique et le retour de la navette vélo durant 5 samedis. Un projet de station de recharge rapide pour vélos électriques est en cours pour la prochaine année, de même qu'un projet pilote avec les municipalités de Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard pour accepter de petits véhicules récréatifs dans les stationnements la nuit. Soulignons que quelques portions de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf sont ouvertes au vélo depuis le vendredi 6 mai dernier. La section entre le corridor des cheminots et le pont de la rivière Jacques-Cartier à Shannon est ouverte. Par contre, du côté nord, c'est encore fermé. À Saint-Raymond, la portion de la vélopiste entre le chemin de la Traverse jusqu'au pont de la rivière Sainte-Anne est ouverte. Par contre, du côté nord, vers Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre, c'est encore fermé. La Corporation de développement de Saint-Raymond et la Ville de Saint-Raymond tiendront pour la première fois une journée porte ouverte des entreprises des deux parcs industriels de Saint-Raymond le samedi 11 juin. Entre 9h et 15h, la population pourra découvrir ou redécouvrir les entreprises établies dans les parcs industriels numéro 1 et 2 et les entreprises sont invitées à promouvoir leurs offres d'emploi. Les visiteurs recevront un document aux entrées des deux parcs industriels qui servira de guide pour la visite. La Ville de Saint-Raymond a confirmé cette semaine que le processus de consultation et de réflexion publique sur l'avenir de la municipalité pour les 5 à 10 prochaines années débutera le 1er juin par un sondage en ligne. Dans le sondage, la Ville proposera différentes avenues et la population pourra émettre ses commentaires et ses idées. Des rencontres entre la municipalité et différents groupes d'âge et d'intérêt se tiendront à l'automne et un plan stratégique de 5 ans sera développé et proposé éventuellement à la population. La Ville se donne 1 an pour compléter cette consultation. À Saint-Marc-des-Carrières, la municipalité a dû commander une autre étude plus réaliste pour la rénovation de l'hôtel de ville qui, à l'origine, était une résidence privée. Les normes de construction sont différentes pour une résidence privée qu'un bâtiment public. Écoutons le maire Marion Leclerc. Nous sommes en attente d'une étude plus réaliste quant à la solidification de la structure de la bâtisse. Comme vous le savez, probablement, cette bâtisse étant à l'origine un immeuble résidentiel, devenu une école, une bibliothèque et maintenant le bureau municipal. Nous devons suivre les normes actuelles d'un édifice très différent d'un immeuble résidentiel,
puisque nous donnons des services publics à la population. D'autre part, les rénovations au centre médical et professionnel de l'ouest de Portneuf vont bon train, selon le maire, et les délais sont respectés. Actuellement, il nous reste à finaliser la superficie de la nouvelle partie du plancher. Une fois cette partie terminée, les médecins, IPS, infirmières et autres services pourront prendre possession des nouveaux locaux modernes. Ensuite, nous procéderons à l'étape 2, qui est la réfection de la réception et un rafraîchissement de certains locaux de médecins qui n'avaient pas été touchés. L'achat de nouveaux équipements médicaux et informatiques sont en voie de concrétisation. Nous attendons une subvention gouvernementale à la suite de l'entente intermunicipale des municipalités de l'Ouest. Écoutons maintenant la capsule de Charles Laviolette qui a rencontré un chauffeur de taxi qui dessert dans Portneuf. Je m'appelle Martin, j'ai fondé Taxi Martin Flibot, ça fait environ 18 ans. Il y avait des opportunités pour le transport adapté, fait que j'ai acheté un transport adapté. Là, je suis rendu avec 2 véhicules. On est 2 chauffeurs à plein temps, plus 2 autres à mi-temps. Et la pandémie, au début, la première vague, là, ils ont quasiment tout fermé. Là. Même le taxi, là, les revenus, là, ça a passé de normal là, à pratiquement 5 % des revenus normaux. C'était mort. Ça a duré environ 2 mois. Fait qu'après ça, ça a repris. Par contre, je prends pas de cas de COVID, là, que ce soit à partir des hôpitaux, CLSC ou n'importe qui, là, j'en prends pas. La plupart des clients, je te dirais, c'est à peu près 70 % c'est des contrats fixes avec des compagnies, des pièces. Dans le transport adapté, c'est le CTRP, la Corporation de transport régional de Portneuf. Eux autres gèrent les transports collectifs ainsi que les transports adaptés du comté de Portneuf. Fait que dans l'adapté, c'est 90 % des transports adaptés qui proviennent d'eux autres. Là. La balance, il reste à peu près un 10-15 %. Là, c'est le CLSC, les hôpitaux, l'hôpital de Saint-Raymond. J'ai aussi un petit peu de particulier la fin de semaine, des visites familiales, des choses comme ça, des mariages. Le client particulier, c'est à peu près 20 % là, du chiffre d'affaires. Fait que j'ai fermé la nuit pour le particulier. Là, maintenant, j'ai commencé à fermer à minuit le soir. Là, je suis rendu à 9 h le soir. Je fermais. Jusqu'à 6 h le matin. Et toi, tu n'arriverais pas si tu as juste des particuliers dans Portneuf? Non. Parce qu'il y a une grosse différence entre la ville et les régions. La ville, bien, la différence, c'est que quand tu fais du taxi, bien, tu veux faire 8 heures, 10 heures, 12 heures, tu fais 8 heures, 10 heures, 12 heures, puis quand tu décides d'arrêter, bien, il y en a d'autres qui prennent la relève. Tu sais, il y a toujours des taxis disponibles. Nous autres, en région, bien, comme à Saint-Marc, il y a une compagnie, c'est moi, puis si je donne pas le service, il n'y en a pas d'autres. Donc, il faut forcément que tu donnes le service le plus longtemps possible. Actuellement, dans Portneuf, il reste 3 taxis réguliers, puis il reste un transport adapté. Sur ça, moi, j'en ai 2, un régulier et un adapté. Fait qu'il en reste un autre à Donnacona, taxi régulier, puis il y en a un à Saint-Raymond. Il y a quand même une clientèle à desservir le soir et la nuit pour ceux qui veulent en faire.
Il y a Saint-Raymond qui en fait encore un peu la nuit. Donnacona, c'est fermé à 7 h le soir. Lui, il en fait plus pantoute. C'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça plate parce qu'ils sortent, ils veulent avoir un taxi, mais dans le moment, là, avec les employés que j'ai, la difficulté de recruter des nouveaux employés, c'est trop difficile, fait que je suis obligé de fermer les nuits. Là. Uber, il est plutôt consacré sur... il est plutôt concentré dans les grandes villes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Uber, c'est basé sur un kilométrage mort à 0. Donc, quand tu débarques un client, tu en embarques un autre. Quand tu le débarques, il faut que tu en embarques un autre. Comme moi, un matin, je vais à Donnacona, je redescends, j'ai pas de client, je suis vide. Si c'est Uber qui me paierait, bien, je ne ferais pas 10 piastres de l'heure, là. Les bons, les mauvais côtés d'Uber qui l'ont laissé rentrer, bien, avant ça, les taxis assuraient la pérennité du transport adapté. Autrement dit, sur une agglomération donnée, bien, le premier taxi devait être adapté pour s'assurer de desservir la clientèle adaptée. Uber, eux autres, ne voulaient pas faire d'adapté du tout. Fait qu'en uniformisant, bien, il n'y a plus personne qui est obligé de faire de transport adapté. Et actuellement, bien, avec la montée du prix des véhicules puis du prix du gaz, bien, les transports adaptés sont tous en train de disparaître. Là. Le particulier va avoir de plus en plus de difficultés à en avoir. Bon, transport adapté, pour te donner une idée, quand je l'ai acheté, l'autre que j'ai, ça fait 9 ans, j'ai payé 22 000 $, plus la transformation qui était de 25 000 $. Actuellement, le véhicule est rendu à 45 000 $. Dans énormément de villes à travers la province, les taxis adaptés sont en train de disparaître. Là. Si le gouvernement ne s'en mêle pas ou s'il ne fait rien, moi, je pense que d'ici à moyen terme, là, il va y avoir la moitié de la flotte là, des taxis adaptés qui vont disparaître. Là. Si vous vous souvenez, quand ils ont fait la réforme Barrette, qu'ils ont tout centralisé, bien, ils ont centralisé les transports aussi. Fait qu'ils ont tout éliminé les taxis adaptés, ils sont tous ramassés avec des autobus, puis au final, ça a coûté 2 à 3 fois le prix. C'est tout ce que ça a fait. Le milieu des services de garde à l'enfance est invité à soumettre des projets pilotes qui peuvent sortir des sentiers battus pour mieux répondre aux différentes réalités des familles et du marché du travail. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ouvre la porte aux personnes responsables de services de garde en milieu familial d'explorer de nouvelles formules de garde complémentaires à celles actuellement offertes dans le réseau. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité depuis ce samedi 7 mai en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision prise en collaboration avec la SOPFEU entraîne une interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans toutes les régions du Québec. Aucune municipalité ne peut émettre un permis de brûlage. Présentement, 12 incendies sont en activité au Québec. La table de concertation des aînés de Portneuf et le comité Vas-y rappellent aux familles qu'il existe le programme PER qui offre un service gratuit de surveillance téléphonique pour s'assurer de la santé de la personne aidée. Le service PER représente un filet de sécurité en cas de problème de santé qui pourrait survenir à domicile. Ces services téléphoniques 7 jours sur 7 et 365 jours par année favorisent le maintien à domicile des personnes aînées, seules ou en couple, ayant des problèmes de santé ou non. Stéphane Bertrand de Saint-Raymond quitte la présidence du club de motoneige de Saint-Raymond après 14 ans à la tête de l'organisation. Les membres du club éliront une ou un nouveau président lors de la prochaine Assemblée générale annuelle prévue le mois prochain. Le club de motoneige de Saint-Raymond compte actuellement un record de quelques 2000 membres, dont 50 % proviennent de la région de Portneuf et 50 % de l'extérieur de Portneuf. Une invitation est lancée aux jeunes pré-retraités ou retraités de donner un peu de temps pour l'entretien
l'entretien des 310 km de sentiers balisés qui donnent accès, entre autres, à la réserve faunique des Laurentides. Une cinquantaine de bénévoles s'impliquent annuellement dans le club de motoneige de Saint-Raymond. À Cap-Rouge, le samedi 11 juin prochain, se tiendra pour la toute première fois l'événement intitulé « La rivière au cours du temps ». Ce projet est une collaboration entre le Conseil de bassin de la rivière Cap-Rouge, le Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge et la Société historique du Cap-Rouge. Le concept est de ranimer les liens qui unissent les citoyens du secteur avec la rivière à travers les différentes époques. Le professeur au Cégep, grand voyageur, photographe et blogueur Pierre-Luc Côté présentera une conférence voyage sur Tahiti et la Polynésie française le mardi 17 mai prochain à l'hôtel-resto-bar Le Roquemont à Saint-Raymond. La conférence débutera à 19h30. Pierre-Luc Côté, qui a conçu le blog Explorer la planète, a foulé le sol de plus de 50 pays au cours des dernières années. À Pont-Rouge, les organisateurs du défi Dansereau ont annoncé le retour de la course à pied le samedi 18 juin prochain au centre de plein air Dansereau après 2 ans d'absence. Près de 300 coureurs sont déjà inscrits sur un objectif de 500 pour cette 6e édition. Il est encore possible de s'inscrire en ligne sur le www.jecourspontrouge.com à l'un des 5 parcours de 1 et 2 km pour les enfants et de 5, 10 ou 15 km pour les ados et les adultes. Lors de la dernière édition en 2019, 529 coureurs ont sillonné les sentiers en bordure de la rivière Jacques-Cartier et l'organisation peut accueillir jusqu'à 750 coureurs. Le défi Dansereau se situe entre une course de trail et une course de route. Écoutons Daniel Leclerc, le président de l'organisme Je cours Pont-Rouge. Dansereau a une particularité, on entend souvent des courses sur route, des courses de trail. Okay? Dansereau, il est comme entre les deux, parce que c'est sur poussière de pierre, c'est aménagé. Fait que c'est pas un trail là, où il y a des racines, puis des bosses, puis des trous de boîte. Là. Fait qu'on est comme entre les deux. C'est sûr que l'attrait de la rivière, le son de la rivière, c'est vraiment le fun. Là. Puis moi qui est un coureur... sur le premier 4,5 km, tu entends les rapides de la rivière. Puis après ça, bien, on tombe dans le secteur du Grand Remous. Puis là, il y a un ancien barrage qui fait que la rivière est toute calme. On tombe dans un autre mode parce que là, ça tombe silencieux. Fait que c'est vraiment... Dansereau est vraiment un endroit exceptionnel là, pour aller s'entraîner ou juste marcher aussi. Là. Les gens peuvent le faire là, tout au long de l'année. La Ville de Pont-Rouge a émis ce jeudi après-midi un avis d'interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable jusqu'à nouvel ordre en raison d'un bris électrique à l'installation principale d'approvisionnement en eau potable de son territoire. Ce bris met en péril les réserves d'eau en matière de sécurité incendie, le remplissage d'une piscine, le nettoyage des murs extérieurs d'une maison, le nettoyage des voitures et l'arrosage des pelouses sont donc interdits. L'arrosage manuel des potagers et des fleurs demeure permis et les citoyens peuvent continuer de consommer, bien sûr, l'eau du robinet. Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site de la Ville de Pont-Rouge ainsi que la page Facebook pour d'autres développements. La municipalité de Deschambault-Grondines et Alcoa, aluminerie de Deschambault, organise une grande fête familiale ce samedi 14 mai visant à célébrer la finalisation des travaux de l'allée Alcoa sur le bord du fleuve, un legs à la municipalité fait dans le cadre du 25e anniversaire de l'usine. La fête se tiendra de 11h30 à 14h30 au domaine de la Chevrotière et les familles sont invitées à apporter leur pique-nique et chaises entre 8h30 et 11h30 le matin. Des bénévoles d'Alcoa invite les citoyens bénévoles à réaliser quelques travaux sur le site. Un petit mot pour dire qu'un exercice de simulation en sécurité civile se déroulera sur le territoire de Donnacona le mardi 17 mai prochain à compter de 13 heures. Les cadres et cadres intermédiaires de la ville seront en action avec quelques pompiers pour établir et prioriser les actions à prendre dans le cadre d'événements surprises qui se dérouleront en après-midi. Un exercice se tiendra dans la salle du conseil de ville de Donnacona pour mettre en place un centre d'opération d'urgence en plus de quelques interventions sur le terrain directement dans la ville.
Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images d'un troupeau d'oies au fleuve, des images prises du quai de Deschambault. Alors, bonne semaine.